et nous interroger sur l'intelligence urbaine, un lien, le droit de l'urbanisme et l'urbanisme, dans une perspective cette fois-ci un petit peu différente, avec une forme de prédiction, donc à la fois avec Benoît Garnier, architecte urbaniste, et maître Bertrand Vendée, avocat. Bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je pense qu'on va être un petit peu plus succinct que ce qu'on avait prévu pour ne pas être redondant. Nous, ce que l'on va essayer de vous exposer, c'est la... Un peu plus fort, s'il te plaît. Il faut juste allumer le micro, en fait. Voilà. La C'est technologie... le geste utile. Merci. Donc voilà, on va essayer de vous apporter un éclairage un petit peu complémentaire sur la réalité de nos pratiques dans l'urbanisme, à la fois en tant que concepteur de projets urbains et d'avocats spécialisés en urbanisme. Donc on va développer ça en 3 temps principaux. C'est ce que nous faisons réellement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités quotidiennes, ce que l'on intuite dans ce que ça va pouvoir nous apporter dans le temps moyen, on va dire, et ensuite quels sont les impacts que l'on imagine sur nos pratiques. Et ça, c'est des choses que l'on a déjà entendues pour partie, mais on va l'appliquer à ce métier de l'urbanisme qui est un petit peu différent de celui de l'architecte, parce que nous, notre matière première, c'est la ville, c'est quelque chose d'éminemment mouvant, impermanent, donc c'est un petit peu différent que l'acte de construire, de produire quelque chose à court terme. Donc, moi je représente l'agence Magnum, on est une trentaine, on est une agence régionale, donc on n'a pas la puissance de feu et la structure R&D d'MVRDV qui eux sont un fer de lance mondial. Enfin, il faut mesurer ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment très, très performant et c'est assez peu duplicable dans nos pratiques quotidiennes. Cependant, nous on fait déjà des choses avec l'intelligence artificielle, notamment tout le traitement des données, des corrélations qui seraient très chronophages sur les ambiances, sur la pollution, sur le trafic, sur les questions d'ensoleillement. Ça, c'est des choses que l'on pratique, nous, déjà au quotidien. On s'en sert pas mal aussi en concertation. Le dialogue citoyen est devenu un sujet incontournable de toute la production de la ville, et le traitement des données, l'implication citoyenne peut être grandement aidé par l'intelligence artificielle, soit par la collecte des données, soit par la participation en tant que telle, soit par la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui permettent l'immersion du plus grand nombre. Des choses qui ont déjà été formulées largement sur l'analyse des documents. Analyser un cahier des charges, on répond à des appels d'offres, on vient de le dire, mais c'est une masse d'informations à traiter, donc ça peut nous faire gagner du temps. Repérer des coquilles dans les CCTP, ça c'est pareil, c'est aussi extrêmement efficace et rébarbatif quand on doit le faire. ChatGPT, on l'utilise au quotidien. Et ChatGPT, ça a 2 clés d'entrée qui sont hyper bien. On a une liste de points, on en fait un texte, ou on a un texte, on en fait une liste de points. Donc ça c'est quelque chose pour nous qui sommes plus à l'aise au dessin qu'à l'écrit, c'est très, très aidant. On a aussi tout un tas de logiciels de dessin informatique qui ont généré des plugins, des fonctions complémentaires pour aider que l'intelligence artificielle rentre dans les logiciels de dessin informatique, notamment sur Revit pour mes confrères. Et là, on a toute une aide sur ce qui est de l'ordre de la combinatoire, c'est-à-dire quand on a des éléments standardisés, que ce soit une place de parking, une chambre d'hôpital, une chambre d'hôtel, un logement, un bureau, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le projet, je crois que c'est toi Laurent qui nous avait montré les plateaux de bureaux qui se déformaient en fonction des différentes options, ça c'est extrêmement performant. Mais cette masse d'informations, en fait on met presque autant de temps à l'analyser et à la trier qu'à la dessiner en direct, donc faut faire attention. Et puis dans nos pratiques à nous, que ça soit architecte ou urbaniste, on est de plus en plus dans le renouvellement urbain, dans la rénovation, dans la gestion d'une complexité qui s'augmente, et on est dans du sur-mesure qui n'est pas encore complètement pris en charge par ces éléments de combinatoire. En revanche, pour tout ce qui est passer d'un croquis à une perspective d'ambiance, on peut se faire du souci pour les perspectivistes, parce que clairement, nous, aujourd'hui, alors moi, c'est pas forcément moi, mais mes jeunes associés,
sortent des images d'un niveau concours en un quart d'heure. Et c'est un vrai sujet de capacité à communiquer sur les dossiers. Ce qu'on ne fait pas, en revanche, aujourd'hui à l'agence, c'est de la conception vraiment automatisée où on pourrait rentrer l'ensemble des critères et que ça nous sortirait un projet. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que, nos équipes ne sont pas formées, nous n'avons pas investi dans des logiciels très performants, donc voilà, c'est la réalité de notre fonctionnement aujourd'hui. Ça n'est pas demandé non plus par nos clients, par nos co-traitants, donc notre écosystème n'en est pas encore là. Voilà où on en est, en tout cas pour nous, au niveau de l'architecture et de l'urbanisme. Alors, au niveau avocat droit de l'urbanisme, alors mon expérience personnelle est assez limitée, je manipule un peu ChatGPT, mais moi pour le propos du jour, j'ai plutôt cherché à regarder ce qui se faisait et comment ça fonctionnait. Alors ce qui se fait pour l'instant, c'est des outils d'IA qui permettent de faire de l'analyse de plan local d'urbanisme avec toutes les limites que peut avoir ce type d'analyse, puisque évidemment, et comme ça a déjà été souligné, l'IA est parfois faillible et surtout nous avons malheureusement des règlements d'urbanisme qui parfois sont relativement complexes. On a un très bel exemple à Nantes avec un PLUM qui est assez compliqué à manipuler et pour l'instant l'IA, à mon sens, n'a pas un rendement très intéressant pour manipuler le plan local d'urbanisme métropolitain. Ça permet également, sur des demandes de clause type, c'est-à-dire que quand on est, alors ça peut nous arriver nous en tant que conseil, de réfléchir sur des modifications de PLU, des modifications de clauses. Finalement, on peut lancer une recherche en disant, sur tel sujet, alors je prends par exemple une règle de hauteur, donne-moi des règles de hauteur en zone UAU, et puis il va nous sortir plusieurs exemples potentiels, et on va pouvoir avoir des exemples de clauses, voire même lui demander de fusionner des clauses qui seront ensuite potentiellement duplicables par nos soins. Ça, c'est pour le volet analyse du PLU. On a la même logique sur des analyses de code de l'urbanisme ou de jurisprudence. Alors la grande difficulté, et ce sera illustré je pense tout à l'heure, c'est qu'en matière de jurisprudence, c'est assez faillible puisque l'IA crée aussi de la jurisprudence avec des belles références. Les numéros sont les bons. On va dire que, alors, je parle aux vrais juristes, vous allez avoir le 08BX 0432 en vous disant c'est un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux, sauf qu'en fait cet arrêt, s'il existe, ne correspond absolument pas au principe qui a été sorti par l'IA. Donc c'est une vraie difficulté, mais je pense qu'à court terme, cette difficulté va être lissée et qu'on va avoir des réponses pertinentes pour peu qu'on pose les bonnes questions. L'autre domaine de règles d'urbanisme qui est un peu une complexité dans nos dossiers, c'est que parfois on a une difficulté à voir la logique du plan d'urbanisme par rapport à d'autres données, alors notamment tout ce qui est problématique de zones humides, de réseaux éventuellement, et grâce potentiellement à une analyse croisée des données, pour peu qu'elles soient disponibles, on pourra récupérer des éléments sur du SIG ou sur des plans divers qui permettront ensuite d'être exploités soit en phase de rédaction du PLU, soit en phase contentieuse pour dire regardez, il y a une zone humide et il n'est pas normal qu'on puisse permettre une construction. Dans les outils que j'ai pu constater comme étant un peu disponibles et des collectivités qui ont pu avancer sur le sujet, alors il y en a un dont on parle beaucoup, c'est Urba IA. C'est un outil qui a été développé par l'agglomération de Paris-Saclay en lien avec l'université de Saclay, qui en fait a vraiment un outil qui va presque jusqu'au bout, on va dire. C'est-à-dire qu'il a recensé une base de données complète à la fois sur les problématiques de PLU, d'OAP, alors ça dépend de la région parisienne, donc il y a le SDRIF aussi qui s'applique. J'emploie beaucoup d'acronymes, mais certains comprendront de quoi je parle, les autres, tant pis. Ils taperont sur ChatGPT pour voir ce que je veux dire. Et une fois qu'ils ont incrémenté l'ensemble de ces données-là, ils lancent en fait des logiques de projets d'aménagement urbain pour voir comment, par rapport à ces données-là, les projets peuvent être compatibles avec ces projets, un peu comme ce qu'on a vu ce matin avec nos amis hollandais, si j'ai bien compris d'où ils venaient, et avec des logiques où on peut modifier les critères, c'est-à-dire qu'on va faire une variable d'ajustement en disant sur tel endroit, je veux mettre une plus grande densification parce que je suis en secteur urbain dense,
ou à l'inverse, je veux avoir un secteur moins dense et donc je mets le critère de densité à un niveau plus faible. Et on peut faire varier un certain nombre de critères. Bon, si vous avez la curiosité, tapez Urba AI Paris-Saclay, vous verrez, c'est très bien expliqué comment ça fonctionne. C'est assez intéressant. Deuxième exemple que j'ai pu trouver, c'est l'Institut Paris Région qui a développé un logiciel IA de recensement en fait, de l'ensemble des toits d'un certain nombre de secteurs dans la région parisienne, dans l'objectif de voir les endroits où il était le plus optimal de poser des panneaux photovoltaïques, avec une logique de dire qu'on va favoriser les projets urbains et le photovoltaïque, et donc les autorisations d'urbanisme et les règles d'urbanisme, parce que parfois les règles d'urbanisme empêchent le photovoltaïque, dans les secteurs où eh bien, les implantations sont les plus pertinentes. J'ai également vu une autre appli qui s'appelle MyTraffic, où là on est dans des logiques, notamment pour les managers de centre-ville, d'étudier les déplacements physiques, alors à la fois automobiles mais également piétonniers, par des repérages de caméras qui collectent les données, pour ensuite après repenser les zones commerciales en se disant mais c'est plutôt là qu'il faut développer l'activité commerciale et favoriser les règles d'urbanisme au regard des flux qui ont pu être observés. Ça c'est pour l'existant. Sur le court terme, à mon sens, on va arriver à un stade où l'IA va nécessairement faire de l'aide à la rédaction complète de PLU, sans doute avec une logique qui va faire évoluer un document dont certains ont parlé, le PADD, qui à mon sens devra être un document peut-être un peu plus complet pour guider finalement l'IA dans ce que les élus veulent, puisque au stade du PADD, on doit définir finalement ce que doit être la ville et le PLU, et donc par le PADD, eh ben, on va lancer finalement l'IA vers des pistes, et peut-être que l'IA va proposer plusieurs PLU possibles, plusieurs zonages possibles au regard du PADD. Deuxième étape, à mon sens, l'aide à la décision sur les permis de construire, les permis d'aménager et les DP. Et puis, plus globalement, mais ça c'est plus pour nous avocats, le conseil en matière d'urbanisme. Je pense que ce qu'on peut encore connaître aujourd'hui, la question très précise, maître, est-ce que je peux construire à moins de 3 mètres de chez mon voisin une extension qui fait 6 mètres de haut? À mon sens, c'est un sujet qui va disparaître d'ici 10 ans, puisque avec les outils IA, tout à chacun aura assez facilement la réponse. On va maintenant tâcher de vous expliquer ce que l'on peut imaginer à moyen terme. On voit que c'est une opportunité probablement pour réduire la subjectivité des sujets, c'est-à-dire que l'ensemble de cette analyse qui nous est rendue possible par l'IA va être une objectivation, une aide à la décision, quelque chose de plus conscient dans la conduite de la vie. En revanche, si ça va nous permettre de faire peut-être une ville plus fluide, mieux organisée, plus réactive, avoir une capacité à générer des scénarios, les mettre au débat avec la population, moi je voudrais faire un tout petit pas de côté pour essayer de voir en quoi l'IA peut avoir un impact sur nos pratiques dans l'avenir. C'est que, ok, ça va modifier probablement ma façon d'être architecte urbaniste, mais si on imagine que l'IA permet le déploiement de la voiture autonome, ça change toute notre vie. C'est-à-dire qu'on a une rupture sociétale. C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa voiture, que la voiture ne se gare plus ni en ville ni dans les rues. Ça change complètement le rapport à la densité, à l'espace public, à la façon de consommer. Et pour moi, elle est là la vraie rupture potentielle qu'on ne mesure pas encore. C'est cette technologie, bien au-delà de nos métiers, qui peut envoyer une bascule sociétale, comme a pu l'être l'électricité. Enfin, on est même au-delà de l'Internet, à mon sens. Pareil pour vous, avocats, je pense que c'est moins le traitement des données que des nouveaux sujets qui vont apparaître. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouveaux clients, des nouvelles affaires liées à l'IA qui risquent de forcer votre adaptation. Donc, il y a autre chose, à mon avis, que l'IA ne fait pas encore, c'est que aujourd'hui, elle confirme plus qu'elle ne contredit de ce que moi j'en perçois. Et qu'elle a encore du mal avec ce qui est non quantifiable.
Et notre métier d'architecte, d'urbaniste, mais aussi, j'imagine, d'avocat, c'est tous ces interstices, tous ces non-dits, comme disait Carole tout à l'heure, tous ces... En architecture, les usages symboliques, la culture, le sentiment de bien-être, de beauté, de confort, c'est difficile à quantifier. Donc comment on le modélise, comment on l'objective dans un algorithme. Par contre, il y a des intérêts forcément sensibles tout de suite. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de modéliser des estuaires, on est en train de faire des jumeaux numériques de territoires pour essayer d'imaginer comment ces territoires peuvent se comporter dans le cadre de la montée des eaux, etc. Des sujets extrêmement impactants. On voit que les réponses, plus le territoire est grand, plus la réponse va être réaliste, mais plus le territoire est grand, plus ça s'adresse au temps long dans l'évolution du contexte. Donc moins on est sûr, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur l'impermanence, sur l'incertitude, sur le doute, sur la capacité de s'adapter, la réponse aujourd'hui ne sera pas celle de demain, encore moins celle d'après-demain. Donc je pense qu'il faut être très humble sur les réponses que l'on prend comme acquises, parce que tout ça c'est très mouvant. On a parlé de l'uniformisation des réponses, des biais, etc. Donc je ne reviens pas dessus. Je remets juste, moi, un petit coup de projecteur en arrière sur un événement qui s'est passé il y a une dizaine d'années, où tout le monde ne jurait que par la Smart City. Je ne sais pas si vous étiez concerné par ces sujets-là à l'époque, mais c'était très technologique. On ne jurait que par le sourcing de data, l'analyse de data, la proposition de services sur la base de ces data. Ça n'a jamais donné lieu à rien, à part peut-être des stationnements partagés, les petites lampes rouges ouvertes que vous avez sur votre stationnement à Ikea, qui sont très pratiques, mais voilà, ça n'a pas changé la vie. Je te repasse la parole. Oui. Alors j'essaie de ne pas être redondant, même si la répétition est l'art de l'enseignement, comme chacun sait. En matière d'urbanisme, alors effectivement la logique va conduire, on peut l'espérer, à des décisions d'urbanisme qui soient plus objectives. Alors certains ont sans doute lu avec émotion le rapport de la Cour des comptes de septembre 2024 sur les permis de construire, où il est quand même démontré qu'il y a une grande opacité et un grand localisme dans la délivrance des permis de construire, donc on peut espérer que les choses s'améliorent. Ceci étant, comme c'est une machine qui tourne, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui tient un crayon et qui signe, entre ce que la machine a dit et ce que l'élu va signer, il peut y avoir éventuellement une légère évolution. Au-delà du caractère objectif, la limite de l'objectivation, c'est que finalement, on s'adapte assez peu ou assez mal au terrain, et que parfois, l'instructeur qui est là depuis 20 ans, qui connaît le grand-père de la rue, qui saura qu'il y aura un recours parce qu'il ne va pas se laisser faire contre ce méchant promoteur, lui sera peut-être un peu mieux appréhender les choses qu'une IA. De la même manière, l'IA, pour qu'elle fonctionne, surtout si elle est en interne, et a priori dans la logique des collectivités, il faudra que ce soit en interne, il faudra quand même que quelqu'un ait alimenté l'IA des dernières réformes, du dernier vote et potentiellement de la modification en cours. Et on voit bien, au travers d'un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que par le géoportail de l'urbanisme, que parfois tout n'est pas à jour, et que finalement, si on tourne sur quelque chose qui n'est pas à jour, la réponse ne sera pas très bonne. Potentiellement, il peut y avoir des gains de temps et des gains financiers. Après, la question, c'est pour qui, parce que si la collectivité a les capacités de payer une bonne IA, peut-être qu'elle va y gagner, mais nous, pétitionnaires ou autres, est-ce qu'on sera gagnant? Ça, c'est pas certain. Pour les cabinets d'avocats, se pose vraiment la question de savoir quels sont les bons outils et pour quel coût, sachant que si on est sur des modes projet pour évaluer la pertinence d'un permis de construire, peut-être qu'une IA va être très performante sur un type de projet, par exemple des immeubles de 5 étages, et le sera nettement moins pour apprécier des permis d'aménager. Est-ce qu'il va falloir payer 5 IA en fonction des projets de construction et d'aménagement qu'on va faire? Ça, c'est un vrai sujet aussi. Tout le monde n'en aura pas les moyens. Et est-ce qu'on arrivera à refacturer
ce sujet-là, parce que finalement, d'un côté, le client va nous dire ah ben, vous avez de l'IA, donc vous allez beaucoup plus vite, maître et monsieur l'architecte, mais de l'autre, vous avez beaucoup plus de charges liées au fait d'avoir l'IA. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une petite ligne IA égale temps? Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Au-delà de ça, le fait que l'IA puisse tourner sur certains sujets, notamment de programmation de PLU, fait craindre, comme on l'a dit tout à l'heure pour le marché public, mais je pense que ce sera pareil pour les règles d'urbanisme, une sorte d'uniformisation. Alors, c'est déjà le cas, on ne va pas se mentir. Hein. Quand vous voyez certains PLU, bon, il suffit que ce soit le même bureau d'études ou AMO qui a fait les PLU, on retrouve les mêmes dispositions, mais n'empêche qu'il y a une uniformisation qui peut être nuisible à la compréhension de la chose. Voilà. Dernière partie, c'est bon. L'IA, ça nous questionne forcément sur notre singularité humaine. C'est-à-dire, ça écrète tout ce qui est de l'ordre de la tâche modélisable. Donc, moi, je trouve, en ça, c'est hyper intéressant de revenir au fondement de notre plus-value, de notre savoir-faire, de notre contribution. La réalité, c'est que notre savoir-faire, ce que l'on fait de mieux dans notre métier, c'est de poser la bonne question. Poser la bonne question à la bonne personne, au bon moment, avec la bonne échelle de temps, la bonne échelle spatiale pour les architectes. Si la question est bien posée, le projet il est là. C'est-à-dire, on est quasiment au bout de notre exercice si on a bien posé la question. L'IA, pour le moment, apporte surtout des réponses. Donc peut-être un jour, elle nous aidera à poser des questions, et là ça sera probablement très, très intéressant pour nous. On ne travaille pas pour des machines, nous, on travaille pour des gens. Donc, à la fin, au bout du bout, celui qu'on doit satisfaire, celui qu'on doit convaincre, celui qui doit embarquer dans notre aventure, ou nous dans la sienne, c'est un humain avec ses sensibilités, avec ses particularités. Et pour ce qui est de la ville, on est vraiment dans le lieu du compromis, de l'itération, du en même temps. On doit mettre d'accord des gens qui ne le sont pas forcément sur un territoire commun pour vivre une aventure désirable. Ça, pour le moment, j'ai l'impression que l'IA n'y est pas. Pardon, je me tais. Non, c'est radical. Moi, je vais faire 2 mots pour conclure. La première chose en matière d'urbanisme, alors le contentieux fait quand même qu'au-delà du droit, nous sommes quand même des gens qui accompagnons des clients avec une psychologie qu'il faut avoir dans l'approche de ces clients. Alors que ce soit des particuliers qui font face à un projet qu'ils contestent ou un promoteur qui lui fait face à des délais et des contraintes financières. On a nécessairement, de mon point de vue, encore une plus-value, et on en aura toujours une que l'IA ne pourra pas remplacer, parce qu'on va connaître les délais de la juridiction à peu près de traitement, parce qu'on va accompagner psychologiquement les gens dans leur approche du contentieux au fur et à mesure. Donc on a encore un peu d'avenir. Et puis, de manière plus générale, le droit de l'urbanisme, c'est dans son essence une police spéciale qui est destinée à organiser l'espace en fonction des contraintes sociétales. Les contraintes sociétales, l'IA, elle ne peut pas tellement les anticiper, puisque c'est la société qui est mouvante, et donc le droit ne fait que suivre les évolutions de la société. Pourquoi tel endroit devient très populaire et qu'il y a une très forte pression d'urbanisation à tel endroit, ou pourquoi tel autre ne l'est plus, ça dépend de plein de données que l'IA a du mal à anticiper et que le politique ne fait que suivre au gré des évolutions de la société. Donc, moi, j'ai juste un petit mot d'ouverture que je vous livre. On nous vend l'IA comme étant un accélérateur de choses, quelque chose qui nous permet de faire plus vite, plus, etc. Et je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. En architecture, en urbanisme, le projet devient un produit de luxe. On va devoir faire moins, et probablement de moins en moins. Donc, c'est intéressant de se poser la question de est-ce que c'est opportun de faire de plus en plus et de plus en plus vite. Merci. Je vous laisse là-dessus.